Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Hebdo Magazine de Tédar TV qui s'articule autour de 4 titres essentiels, à savoir le rééchelonnement indiciaire des agents de la force publique, la première audience spéciale et solennelle sur la déclaration des patrimoines des membres du gouvernement congolais. Nous parlerons également du lancement de l'opération Coup de poing sur la campagne de vaccination obligatoire contre la COVID-19 au Congo-Brazzaville et bien entendu de l'appel lancé par le Centre d'action pour le développement local quant à la mise en place d'une commission d'enquête indépendante sur les victimes du coup d'État constitutionnel de 2015. Voilà pour l'essentiel des titres, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. À la présentation de cet hebdo magazine, Christian Perrin. Comme annoncé dans les titres, les agents de la force publique bénéficient d'une attention tout à fait particulière du gouvernement Anatole Koliné-Makosso en cette période de crise économique et financière, au détriment des autres catégories de la fonction publique. Leur indice salarial va connaître une augmentation. Le décret y relatif a été rendu public le 29 septembre dernier. C'est un reportage de Georges Gobin. Le Congo de l'empereur continue à cultiver à la perfection l'art du paradoxe et de la démesure. En effet, dans un contexte de crise prononcée, avec pour conséquence jusqu'à 37 mois de salaire, de pension et de bourse d'études impayées, des agents de la force de l'ordre, des militaires, voire des magistrats du régime, jubilent et dansent leur tango. Il y a une bonne raison à cela. La grille indiciaire de ces enfants mal intentionnellement gâtés de la République, visés de corruption oblige, n'arrête plus de brandir ses couleurs chatoyantes tellement que les échelons, les galons et les grades gagnés n'arrêtent pas de fluctuer avec une célérité déconcertante pour un esprit rangé. Comment dans un contexte où tous les agents de l'État sont rendus misérables et où le régime kleptocrate et corrupteur de Brazzaville parcourt le monde acquitté, peut-on en même temps assister à de telles augmentations de salaire pour un corps d'État improductif qui émarge cependant au budget le plus élevé de l'État? Facile alors de comprendre comment ces privilégiés de la République sont ceux qui ont la charge de mater avec bien souvent une violence des plus extrêmes, la légitime revendication salariale des vrais producteurs de la République qui se lèvent tous les jours, tôt le matin, pour aller travailler malgré la misère qui les assaille au quotidien. Le Congo de Sassou est un État félon, champion de la fête tostaoïenne. En même temps qu'il fait le pied de grue au portillon du FMI, il refuse de satisfaire aux mesures conclues avec celui-ci, notamment la réduction de la masse salariale, l'augmentation des ménages inscrits au RSU, la prise en charge de 97 000 ménages et de 15 000 personnes âgées vivant seules et l'augmentation du montant des transferts par ménage. Alors que les agents de la force publique voient leur traitement salarial s'améliorer, les fonctionnaires retraités du Congo continuent à trimer dans la misère et dans une souffrance indescriptible. Ils accusent actuellement 37 mois de pension impayés. Ils en avaient d'ailleurs appelé à un sitting devant la primature, mais un sitting qui n'a plus eu lieu à cause d'une promesse de paiement d'un mois de pension. Reportage Londé Jean. C'est notre argent, on a souffert. On est libre de parler. L'argent est parti où? La problématique des pensions de retraite au Congo. Quand la caisse de retraite des fonctionnaires CRF est en réalité depuis des années en impossibilité de solder les pensions. Parce que dans la pratique, il y a des années que l'État ne reverse plus les cotisations prélevées sur les salaires. Euphorie pétrolière ou tout simplement mauvaise gestion des affaires publiques, le ministre des Finances ne verse que l'argent des salaires nets. Pourquoi? Il faut s'en référer au ministre concerné. Le versement des pensions dépendait directement des finances de l'État. Arriva ce qui devait arriver. La fluctuation des cours et la chute des recettes financières. Le gouvernement ne peut plus payer. L'astuce tout trouvée pour tenter de camoufler cet état des finances ces dernières années consiste à payer au moins 3 salaires de la fonction publique. Cette fois-ci, on opère bien le retrait du sursalaire. Et au bout de 4 mois,
on a accumulé suffisamment pour payer une pension. Ce qui arriva devait arriver. Les salaires eux-mêmes tombent dans l'escarcelle de la mauvaise gestion. Et la boucle est bouclée. Les retraits et prélèvements ne sont plus suffisants pour payer au moins un mois pension. Le Premier ministre a fait plusieurs déclarations à ce propos. Il a fait une première déclaration devant l'Assemblée pour dire que lorsqu'on payait les fonctionnaires, on versait 4 milliards à la CREF au titre de la contribution des actifs. C'est la contribution de l'État qui ne suit pas. Mais aujourd'hui, nous sommes au 10e mois. Et nous ne comprenons pas qu'au 10e mois, après avoir versé 4 milliards chaque mois, qu'on n'arrive pas à nous payer au moins 3 mois de pension. Je vous assure qu'on pousse les retraités au suicide. Attention, sans compter le fait des malversations commanditées dans l'impunité totale, qui ont fait que la caisse soit vide. Le montant proclamé des pensions CRF est de 11 milliards par mois. Ceci étant, il y a des gens qui n'ont jamais travaillé et qui sont pensionnés CRF. Donc, total. Si les contrôles successifs se déroulaient avec la rigueur qui convient, on aurait débusqué ces fraudeurs. N'empêche que le bruit a couru il y a peu, que l'actuel ministre des Finances a tenté d'y voir clair. Quoi faisant, j'ignore les actions qu'il a mises en pratique pour ça. Finalement, le bruit a couru que la masse réelle des pensions ne serait que de 8 milliards. À chacun d'imaginer les différents scénarios pour suivre et comprendre. À partir du 30 novembre 2021, les Congolais seront soumis au pass sanitaire, un document nécessaire pour avoir accès aux transports en commun entre les grandes agglomérations, mais aussi dans les administrations publiques et privées. Ainsi, une opération coup de poing a été lancée sur la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Congo-Brazzaville. Reportage. On se rend compte que la chose devient très compliquée. Faut-il repartir au confinement? On dit non. Celui qui n'est pas vacciné reste chez lui. Il reste chez lui. À partir du 30 novembre 2021, les Congolais devront se munir d'un pass sanitaire, un document qui servira de preuve de vaccination contre la COVID-19, condition sine qua non pour tous les déplacements dans les grandes agglomérations du Congo et d'accès dans les administrations publiques et privées. Pour renforcer la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Congo-Brazzaville, une opération coup de poing a été lancée lundi 19 octobre 2021 par le Premier ministre congolais Anatole Koliné Makosso. L'objectif étant d'atteindre un chiffre hebdomadaire d'environ 60 000 nouvelles injections de doses de vaccin pour une couverture vaccinale de 30% d'ici à la fin de décembre 2021 et 60% le premier semestre 2022. Les laboratoires qui fabriquent les vaccins, peu importe lequel, que ce soit AstraZeneca, Moderna ou Johnson & Johnson, tous ces laboratoires vendent leurs vaccins 3 fois plus cher en Afrique que dans des grandes puissances. Si on ajoute encore des problèmes logistiques et techniques, parce que pour le moment, ces vaccins sont conservés dans des super congélateurs, puisque les congélateurs que nous avons jusque-là ne permettent pas de bien conserver ces vaccins-là. Donc, techniquement, quand on regarde les données scientifiques aujourd'hui, comment l'État congolais, comment le gouvernement congolais fait pour avoir les 60 000 doses? C'est aussi ça que je trouve dommage, puisque la conséquence, c'est quoi? Mais c'est ça qui alimente la crainte de ces vaccins-là. Et qui a vu une image d'un laboratoire où sont conservées les doses. Des chiffres qui paraissent invraisemblables au regard des informations de l'OMS qui affirment que 2 pays africains seulement atteignent 5% de la population vaccinée. Mais mieux, comment le gouvernement congolais entend-il se procurer 60 000 doses par semaine en pleine crise économique et financière? Dans l'hypothèse où ces injections sont des dons, à qui incombe la responsabilité des effets secondaires ou des complications le cas échéant? Autant de questions qui préoccupent les Congolais.
Une expérience médicale grandeur nature qui va démarrer d'ici là, mais qui ne semble pas susciter l'adhésion de la majorité des Congolais qui y dénoncent le manque d'information et de transparence sur la nature et la fiabilité des vaccins qui leur sont proposés. Rappelons que certains vaccins proposés aux Congolais ne sont pas reconnus ni validés dans d'autres pays. L'actualité congolaise a été également marquée par la première audience spéciale et solennelle sur la déclaration des patrimoines des membres du gouvernement congolais le lundi 25 octobre 2021. Déclaration qui intervient 3 mois après les délais fixés par la Constitution congolaise. À ce sujet, je vous propose d'écouter Clément Birassa, en sa qualité bien entendu, du président de la Fédération de l'opposition congolaise. Il est dit clairement que cette déclaration doit se faire au moment de la prise de fonction. On a pris une loi, soi-disant un texte d'application. Et là, on s'est arrangé à ne pas être conforme à la Constitution. On a essayé de dire que c'est 3 mois après la prise de fonction. Et le Premier ministre, quand il a fait sa déclaration, a bien reconnu qu'il avait fait sa déclaration le 18 mai, et qu'il avait pris ses fonctions le 18 mai, et qu'il allait, dans les 3 mois qui suivaient, faire sa déclaration. Et curieusement, lorsqu'il a fait une conférence de presse après le 2e séminaire gouvernemental, j'ai été ahuri et surpris d'entendre le Premier ministre dire que les 3 mois couraient à partir de la saisine du président de la Cour suprême. C'est très grave. La Cour suprême, c'est la plus haute juridiction du pays. Et si la Cour suprême se permet de faire une interprétation du droit qui n'est pas collée à la réalité, je vous dirais que le Congo, une nouvelle fois, donne la preuve de ce qu'il va mal et très mal. Le Premier ministre devait faire, et son gouvernement devait faire les déclarations de patrimoine au plus tard le 18 août, puisque Thierry Mongala a décompté les mois, c'est le 13 août. Mais ils le font maintenant. C'est-à-dire, au lieu de respecter les 3 mois, ils font 5 mois après. Est-ce que c'est conforme au droit? Et ça pose une question. Est-ce que le contenu de ces déclarations est fiable? Est-ce qu'il est crédible? D'autant que dans la procédure que nous avons adoptée au Congo, qui n'est pas une procédure transparente, je dois le dire, ces déclarations sont mises dans une enveloppe scellée, gardées dans un coffre-fort, et on attend le moment où vous saisirez vos fonctions pour travailler là-dessus. Alors que dans des pays comme le Burkina Faso et autres, les déclarations doivent être suivies régulièrement par une structure indépendante pour vérifier d'abord si vos déclarations sont justes. Parce qu'aujourd'hui, la question que je me pose, ceux qui ont essayé de cacher l'argent dans les Panama Papers, ceux qui ont des immeubles à travers le monde ici et là, est-ce que cela va apparaître? Et nous, les Congolais, nous le saurons comment? Bref, on dit vaut mieux tard que jamais, mais sur la question du droit, il n'y a pas de vaut mieux tard que jamais. La déclaration du patrimoine qui se fait aujourd'hui se fait en dehors des dispositions constitutionnelles et en dehors des lois et règlements de la République. Et la question que je me pose, je ne suis pas au palais, au tribunal, etc. La question que je me pose, comment régler le problème du président de la République, puisque tout le monde sait que le président de la République a prêté à chaque fois le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Est-ce que le président de la République qui a prêté le serment pour ce mandat le 16 avril 2021, est-ce qu'il a déjà fait sa déclaration? Et si ce n'est pas fait dans les délais, que doit-on considérer? Clément Birassa, que vous suivrez en interview intégrale à la fin de cet hebdo magazine. Sur le volet société, on retiendra l'appel lancé par le Centre d'action pour le développement, le CAD, qui exige la mise en place d'une commission d'enquête indépendante sur les victimes du coup d'État constitutionnel de 2015. Une recommandation qui fait suite à la 6e année de commémoration des victimes du référendum d'octobre 2015 au Congo-Brazzaville. Un reportage. Tout le monde se souviendra les 17, 18 et 20 octobre 2015, date relative à la période référendaire pour le changement de la Constitution du 20 janvier 2002.
Alors qu'il était pratiquement à la fin de son deuxième mandat de 7 ans, Denis Sassou Nguesso décida de faire sauter les verrous des articles 57 et 58 de la Constitution du 20 janvier 2002, articles qui limitaient l'âge des candidats à 70 ans et le nombre des mandats du président de la République à 2. J'ai décidé de donner la parole directement au peuple afin qu'il se prononce sur le projet de loi énonçant les principes fondamentaux de la République. C'est ainsi que toutes les manifestations politiques et la société civile du courant opposé à ce coup d'État constitutionnel furent réprimées dans le sang, faisant ainsi une trentaine de victimes. Malheureusement, il y a eu des morts. Nous déplorons cela et qu'il faudrait que justice soit faite, mais pas une justice sclérosée, pas une justice aux ordres de cette dictature, permettez l'expression, puisque c'est une dictature. Le gouvernement congolais, par la voix de son porte-parole, Thierry Mongala, ne reconnut que 4 victimes qui, selon lui, étaient dues à une bousculade. Une version contestée par plusieurs organisations non gouvernementales, parmi lesquelles le Centre d'action pour le développement, le CAD, qui réclame 6 ans après ces crimes contre l'humanité, l'ouverture d'une enquête indépendante afin que justice soit faite pour les victimes du référendum de 2015. Demandant la mise en place urgente de cette commission d'enquête indépendante qui sera chargée de faire la lumière sur les graves violations des droits humains que nous avons connues en 2015 en lien avec le changement de la Constitution. Une autre recommandation consistait à se tourner vers la justice internationale au cas où cette commission d'enquête n'était pas mise en œuvre. Environnement à présent, les populations du village Kayo, nous sommes là dans le département du Kwilu en République du Congo, déplorent la pollution de leurs sources d'eau par une société chinoise d'exploitation pétrolière, Winwa, installée dans leur localité. C'est un reportage de TV5. À Kayo, à la vue des traces sur la route principale, on peut deviner que ce village n'est pas toujours aussi calme. Ce camion et des milliers d'autres depuis 2 ans sert au transport d'hydrocarbures venant du gisement voisin. Près de 200 millions de barils de pétrole seraient à sortir du sous-sol des environs. C'est l'endroit où vit Jean, une petite maison devant la route, et sur le sol il aperçoit très souvent, comme ce matin, des traces bien connues, celles du pétrole de l'entreprise Winwa. Nous souffrons vraiment à cause de Winwa. Regarde ce qu'ils nous mettent dans la rue. Tout ceci, dès qu'il pleut, ça descend jusque dans nos rivières. Et elles sont polluées. Et nous ne savons plus comment nous allons vivre dans ce village. Les enfants boivent de l'eau de la rivière. Comment allons-nous faire? On va tous être malades. À quelques kilomètres de là, c'est la rivière Sabi, une source d'eau pour les 5 villages alentours. Un point de rencontre aussi pour les populations. Les enfants sont toujours là, mais l'ambiance de la rivière a bien changé. Cette eau, si tu te laves avec, attends-toi à avoir des démangeaisons sur tout le corps et la gale. Si tu n'es pas propre, on dira même que tu as le sida. Et pourtant, depuis notre enfance, on se lavait avec cette eau. C'est seulement depuis l'arrivée des entreprises pétrolières que tout a changé. Et on souffre maintenant. La malédiction du pétrole a touché cette région au nord de Pointe-Noire. Nous n'avons pas pu entrer dans le site de production, ni obtenir d'interview auprès des dirigeants de l'entreprise. Mais nous avons reçu des vidéos. Un homme à l'intérieur du site, un lanceur d'alerte, il nous montre les fuites de pétrole. Regardez comment est-ce que la zone est devenue polluée. Ça descend comme ça. Et ça va en bas là-bas, et là-bas il y a l'eau. Il y a une rivière là-bas. Puis tous les dégâts sur la zone. Regardez comment l'eau là, vous voyez la couleur de l'eau là, ça veut dire que c'est la couleur de l'eau usée que vous avez vu, le bout de sable. Regardez comment l'eau est noire là. Ça sort de là-bas. Donc quand ça ruisselle là-bas, ça vient jusqu'ici. C'est pas normal. Ces vidéos, Destin Gavet, un homme politique d'opposition, les regarde avec tristesse. Il connaît bien Winwa. Il a travaillé pour la compagnie pendant 1 an et demi comme chef de production.
les conditions de travail, le matériel utilisé, c'est un matériel digne du XVe siècle. Cette compagnie ne respecte aucune norme en matière de législation des hydrocarbures. Cette compagnie est hors la loi. Dans un pays sérieux, cette compagnie, on devait leur retirer ce permis. Parce que sur le plan environnemental, c'est de la catastrophe. Winghua est associé aujourd'hui à la Société nationale des pétroles du Congo. Les Chinois détiennent 85% du gisement de Bangakayo. Les autorités du pays n'ont pas voulu répondre à nos questions pour l'instant. Quant aux habitants, personne ne veut vraiment les écouter. Quand on parle aux Chinois, ils disent d'appeler le président. Il n'y a que lui qui peut leur parler. Mais nous, comment allons-nous faire pour parler à l'État ? Si on manifeste et qu'on ferme les routes ou qu'on bloque les camions, on sait tous que la compagnie, c'est une société pétrolière et que le Congo dépend du pétrole. Alors l'État va nous envoyer des militaires. On va souffrir ici. C'est pour ça qu'on se maîtrise. Et pourtant, les ouvriers de la compagnie vont bientôt se lever. Pour dénoncer les conditions de travail, un appel à la grève générale a été lancé pour la semaine prochaine. Environnement toujours, la conférence de Glasgow 2021 sur les changements climatiques ouvre ses portes le 31 octobre 2021. L'objectif de la COP26 sera de limiter le réchauffement climatique à un niveau inférieur à 2 degrés Celsius, de préférence à 1,5 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Les 3 grands bassins forestiers poumons de la planète, représentant 80% des forêts tropicales du monde et les 2/3 de la biodiversité terrestre, seront au cœur de l'événement. Il s'agit de l'Amazonie en Amérique, du bassin du Congo en Afrique et du bassin du Bornéo-Mékong en Asie. Rappelons que les accords de Paris sur le climat adoptés en 2015 recommandent la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius d'ici à 2100. L'Afrique évaluera la place du fond bleu dans la préservation des forêts tropicales et la maîtrise du dérèglement climatique dans le bassin du Congo, qui nourrit et abrite plus de 75 millions de personnes, tout en jouant un rôle déterminant dans l'absorption du carbone et la régulation du climat mondial. Menacé par une exploitation massive de ces forêts et des projets d'exploitation des hydrocarbures dans ses tourbières et mines, le bassin du Congo a perdu 6% de sa surface forestière. Et si rien n'est fait, il pourrait disparaître de la carte à la fin du siècle. Le docteur Jonathan Pershing, envoyé spécial adjoint du président Joe Biden des États-Unis d'Amérique pour le climat, a rencontré Denis Sassou Nguesso qui préside le Fonds bleu le 4 octobre 2021 à Brazzaville, avant de traverser en RDC qui abrite 62% des forêts du bassin du Congo. En difficulté diplomatique, le dictateur Sassou Nguesso sera à Glasgow où il évoquera le Fonds bleu pour le bassin du Congo et négociera un tête-à-tête avec le président Joe Biden en marge du sommet. Pour rappel, le Fonds bleu est un instrument financier de la Commission climat du bassin du Congo, porté par 17 pays africains. Il a été initié lors de la COP22 au Maroc par M. Jean-Yves Olivier, président de la Fondation Brazzaville, lobbyiste et conseiller occulte du dictateur Sassou Nguesso, ayant fait fortune dans l'extraction des matières premières et aussi soupçonné de trafic d'armes. Souvenons-nous qu'en août 2019, pour forcer la main à la communauté internationale, le dictateur Sassou Nguesso avait annoncé avec fracas la prétendue découverte d'une réserve pétrolière dénommée Ngoki, découverte par PEPA, société contrôlée par un membre du clan, Wilfried Etoka. Pourtant, Denis Sassou Nguesso s'est autoproclamé protecteur de cette zone. Or, en accordant ce permis d'exploration, Denis Sassou Nguesso est allé à l'encontre de ses engagements internationaux, ce qui constitue un risque pouvant entraîner des émissions de CO2 susceptibles de faire augmenter la température de la planète de 3 à 4 degrés Celsius. Une véritable bombe climatique selon Global Witness. La société civile congolaise est vent debout contre la personnification du Fonds bleu, présentée malicieusement comme cadre de collaboration multinationale visant à promouvoir le respect de l'environnement et la paix dans tout le bassin du Congo par le dictateur Sassou Nguesso, alors qu'il maltraite ses populations et détruit l'environnement. Le Congo-Brazzaville perçu comme un maillon capital dans la lutte contre le réchauffement climatique à travers ces tourbières qui ont une capacité d'absorption de 20 ans d'émissions de CO2
produit par les États-Unis est malheureusement loin d'être un bon élève. Vous avez probablement appris qu'une activité intense d'efforage d'eau héberge dans la capitale congolaise. C'est le nouveau business à Brazzaville. Un reportage, Georges Goma. C'est une véritable énigme kafkaïenne, la question de l'eau potable au Congo. À Brazzaville comme à Pointe-Noire, une pollution visuelle à voir ce cancer de bidons jaunes vides. Ces pousse-pousseurs livrant barriques d'eau en plastique à des citoyens. Ces petits vendeurs à la sauvette de sachets d'eau. Des robinets monuments rouillés faisant échapper des fois du liquide jaunâtre. Ouais, ça c'est le Congo-Brazzaville. Ah bah Congo précisément. Regardez l'eau qui coule. Est-ce que c'est vraiment normal? Allons-y seulement, le Congo-Brazzaville. Mais ça c'est la mort, ça c'est la mort. Eh mes frères. L'eau qui sort du robinet de la SNDE. C'est incroyable ça. Voilà, c'est de l'eau qu'on doit boire. Pas possible. Cette traditionnelle veille nocturne pour attendre l'arrivée hypothétique de l'eau offre un spectacle désolant en ville. Les populations rurales, pire encore, sont dans la même galère car confrontées à la mauvaise qualité de l'eau et à l'éloignement des points d'approvisionnement. C'est quoi le problème? L'hydrologie congolaise est pourtant très généreuse. Eau de surface et eau souterraine, un pays irrigué par l'un des plus grands fleuves du monde, ainsi que par de nombreuses rivières. En plus de cela, une pluviométrie à faire pâlir de jalousie des pays sahéliens comme le Burkina Faso. Là-bas, au moins, l'eau invisible en surface est présente dans les robinets. Allez au Burkina Faso, ils n'ont de l'eau nulle part. Mais il n'y a de l'eau que dans les robinets. C'est assez curieux ça. Au Congo, ce qui se passe avec l'eau, disons avec le business de l'eau, se passe aussi avec le logement social, la municipalisation accélérée, les grands travaux et autres escroqueries du genre. Une camarilla rodée et incontrôlée s'est constituée avec une impressionnante culture du détournement des fonds publics. Des projets faramineux tels que les 4000 forages en milieu rural avec le Brésilien d'Asperbras sont un échec cuisant et consommés sans complexe. Beaucoup d'autres projets urbains connaissent la même infortune. Le Congo des 40 ans de pouvoir sans partage de Denis Sassou Nguesso est assurément une imposture. Infrastructure de santé. Où est passé l'argent des 12 hôpitaux généraux, 5 ans après la mise en chantier de ce projet par le gouvernement congolais? C'est la question à laquelle va tenter de répondre Landé Jean. Reportage. Tous les scandales révélés ces 10 dernières années, les Panama Papers, Paradise Papers, Pandora Papers, portent un début de réponse des milliards planqués dans les paradis fiscaux depuis 1998. En 2016, Le Monde et 108 autres rédactions dans 76 pays, coordonnées par le Consortium international de journalistes d'investigation, ICIJ, ont examiné 12 millions de fichiers provenant du cabinet panamaien Mossack Fonseca, spécialiste de la domiciliation de sociétés offshore, entre 1977 et 2015. Panama Papers. Révélation après révélation, les crimes financiers des membres de la famille Sassou s'étalent au grand jour. Lucien Ibata, l'un des intermédiaires, est un homme d'affaires à la tête d'Orient Group SA. Cette holding, établie en Suisse et immatriculée aux Seychelles depuis 2009 par la firme panamaïenne Mossack Fonseca, a pour activité principale la commercialisation de produits pétroliers. Lucien Ibata enregistre un chiffre d'affaires d'$1 milliard, perçoit un salaire annuel d'$1 million en 2016. En novembre 2012, alors que le gouvernement des Seychelles durcit sa législation afin de lutter contre le blanchiment d'argent,
Orient Group SA transfère sa comptabilité vers Chypre. L'associé Ebata, un Français établi en Suisse, Philippe Tironi, cofondateur d'Orient et administrateur de la société Forbes Afrique Media Holding, a été entendu en septembre 2015 par les juges français dans le cadre de l'enquête dite des biens mal acquis qui vise Sassou Nguesso et plusieurs membres de sa famille. L'affaire des biens mal acquis a contraint la famille Sassou à prendre davantage de précautions en s'appuyant sur des personnes moins exposées politiquement. Christelle Sassou Nguesso a mandaté Mossack Fonseca dans les années 1990 pour créer une société domiciliée aux îles Vierges britanniques, Phoenix Best Finance Limited, la fameuse société révélée par les Pandora Papers. On peut facilement établir un lien entre cette vaste opération d'évasion fiscale orchestrée par Sassou Nguesso et la pauvreté qui sévit au Congo et des projets non achevés, tels que les 12 hôpitaux promis mais jamais livrés. Actualité africaine. Au Mali, c'est toujours les joutes verbales entre la France et le Mali sur fond des engagements de l'armée française et sur la rumeur de la signature d'un accord militaire entre le Mali et une société paramilitaire russe, Wagner. Mais pourquoi la France a-t-elle autant peur de la présence de Wagner au Mali? Une tentative de réponse avec Londéjean. Le retour de la Russie en Afrique. La Russie s'appuie sur les relais initiés à l'époque de l'URSS. Dès 2006, Poutine annule la dette de l'Algérie envers la Fédération de Russie, 4,7 milliards de dollars, en échange d'un contrat d'armement de 7,5 milliards de dollars. 2 ans après, c'est en Libye que la dette est annulée contre un contrat ferroviaire et des facilités d'installation pour Gazprom, le géant russe du secteur gazier. Dans ce pays, la Russie reste aux côtés du maréchal Haftar, auprès duquel sont déployés des opérateurs de Wagner. En Égypte, en 2014, signature d'un contrat d'armement de 3,5 milliards de dollars, suivi d'un accord conclu en 2015 qui prévoit une coopération entre la société d'État Rosatom, Société nationale pour l'énergie atomique, et l'Égypte. En octobre 2019, organisation d'un sommet Russie-Afrique avec une trentaine de chefs d'État africains. Le but affiché est de doubler les échanges entre la Russie et les États africains à l'horizon 2024. L'objectif permettrait à la Russie de se rapprocher des niveaux français et marginaliser la France dans son précaré africain. Pourquoi les Africains se tournent-ils vers la Russie? Même après leur indépendance, de nombreux pays africains ont compté sur l'Union soviétique pour les aider à se libérer de la tutelle occidentale, comme le Mali, Madagascar ou encore la Guinée. Dès 1993, la Russie ouvre en Angola la 4e plus grande mine de diamants du monde. Si l'expertise russe profite à de nombreux États africains pour exploiter les minerais, les géants pétroliers et gaziers entendent également tirer leur épingle du jeu, comme Gazprom, Rosneft, Lukoil. Sur le volet sécuritaire, depuis 2017, il y a eu 20 accords de coopération militaire entre la Russie et les pays africains. On retrouve ainsi des formateurs russes un peu partout sur le continent, militaires ou privés. La Russie est devenue, en 2018, le premier exportateur d'armes en direction du continent africain. L'objectif étant de briser son encerclement économique et politique. À l'aune de l'exemple malien et de la RCA, le retour de la Russie en Afrique semble se faire dans la tradition soviétique, contre la France, fragilisée auprès des opinions africaines. Au Soudan, quelques jours après le coup d'État militaire, les manifestants soudanais continuent de protester. Ils veulent que l'ensemble des autorités civiles de transition soient réinstituées et bloquent par milliers les principales artères de Khartoum. Un reportage de France 24. Non au pouvoir militaire, oui au retour du gouvernement civil. 2 jours après le coup d'État, ces manifestants n'en démordent pas. Même la nuit,
Ils maintiennent ces barrages de fortune pour bloquer les principaux accès de la capitale. Les gens se mobilisent d'eux-mêmes, car il n'y a pas d'Internet, pas de communication téléphonique, aucun corps ne nous dirige. On insiste sur le fait qu'il devrait y avoir un régime civil. Les barricades sont partout. Malgré les coupures du réseau Internet et téléphonique, la résistance s'organisait mardi pour la deuxième journée consécutive. Khartoum avait désert de villes mortes, entre barricades des manifestants et checkpoints de l'armée. L'armée qui, un peu plus tôt, a tiré des grenades lacrymogènes sur la foule. La veille, c'était à balles réelles. Au moins 4 personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées. Dans le discours, on tente de rassurer. Le général Abdel Fattah al-Burhan, le chef du Conseil souverain de la transition, s'est exprimé sur le sort du Premier ministre déchu, Abdallah Hamdok. Retenu depuis lundi, lui et sa femme ont été ramenés chez eux. Nous ne l'avons pas arrêté parce qu'il nous faisait peur, mais pour le protéger, lui, ainsi que sa famille. Les conditions de sa libération restent floues. Abdallah Hamdok a tout de même pu s'entretenir avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Il reste sous surveillance renforcée. En attendant, la rue appelle à une mobilisation soutenue au moins jusqu'au 30 octobre. Une colère qui dépasse les frontières du Soudan. Les ambassades du pays, à Paris, Bruxelles et Genève, dénoncent le coup de force de l'armée, soutiennent les manifestants et le retour d'un gouvernement civil. Une page sombre dans cet hebdo-magazine, c'est le décès de l'ancien Premier ministre congolais Clément Mwamba, décès survenu à Paris en France où il est en évacuation sanitaire de suite de la Covid-19, nous a-t-on appris. C'est également la fin de cette nouvelle édition d'Hebdo-Magazine de TLR TV. Je vous quitte sur fond de cette interview intégrale accordée par Clément Mirassa, président de la Fédération de l'opposition congolaise, qui réagissait sur l'actualité marquante au Congo-Brazzaville. On se dit donc à bientôt, mais surtout, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas non plus de vous abonner. C'est ainsi que vous soutiendrez évidemment votre canal d'information TLR TV. Merci. Il faut préciser qu'en 2021, nous n'avons touché que 2 pensions sur les 12 auxquelles on devrait pratiquement prétendre. Nous avons suivi, à travers surtout les réseaux sociaux, que les syndicats ont appelé à un sit-in aujourd'hui à la primature. Nous avons malgré tout déploré qu'il y ait une action forte de mobilisation pour ce genre d'action. Et c'est pour ça que nous intervenons régulièrement auprès des chefs de nos syndicats pour qu'ils convoquent une assemblée générale au cours de laquelle non seulement nous ferons des propositions, mais ensuite on s'accordera sur un programme d'action parce que c'est fait de façon ponctuelle et le problème n'est pas structurellement résolu. Monsieur Christian Perrin, je peux vous dire que le Premier ministre a fait plusieurs déclarations à ce propos. Il a fait une première déclaration devant l'Assemblée pour dire que lorsqu'on payait les fonctionnaires, on versait 4 milliards à la CREF au titre de la contribution des actifs. C'est la contribution de l'État qui ne suit pas. Mais aujourd'hui, nous sommes au 10e mois. Et nous ne comprenons pas qu'au 10e mois, après avoir versé 4 milliards chaque mois, qu'on n'arrive pas à nous payer au moins 3 mois de pension. Je vous assure qu'on pousse les retraités au suicide. L'autre aspect que je veux soulever, c'est que le Premier ministre lui-même avait déclaré que son gouvernement s'efforcerait à payer une pension par trimestre. Nous sommes au dernier trimestre et nous n'avons touché que 2 pensions. Donc, c'est une situation extrêmement grave. Donc, au-delà du sitting, moi, j'appelle les responsables des syndicats pour qu'ils convoquent une assemblée générale de tous les retraités, ne serait-ce qu'à Brazzaville, que nous nous asseyons et que nous fassions des propositions pour qu'on sorte structurellement de cette situation. Je regrette parce que j'ai appris que même la commission que le Premier ministre avait promis mettre en place pour examiner la situation des retraités, j'apprends que cette commission n'a jamais été mise en place. En fait, le gouvernement se moque des retraités et c'est véritablement grave. Je suis très touché par cette démarche
D'abord, je dirais franchement qu'il faut reconnaître que la déclaration du patrimoine est un véritable casse-tête pour les acteurs politiques congolais. Il y a un manque de volonté manifeste de faire la déclaration, même si les Congolais sont convaincus qu'ils se sont enrichis énormément. Personne ne peut le contester, puisqu'aujourd'hui, on sait qu'il y a 6 Congolais qui possèdent 5 500 milliards à travers les Panama Papers. Il y a l'affaire des Pandora Papers, etc. Donc, on se rend bien compte qu'il y a un manque de volonté, parce que ce qu'il faut noter dans l'affaire, la déclaration du patrimoine existait déjà dans la Constitution de 1992. Et une fois qu'il y a eu ce qu'on appelle ici la guerre du 5 juin 1997, il était prévu une transition de 3 ans qui a finalement fait 5 ans. Au bout de ces 5 ans, on a adopté une constitution. Et dans cette constitution, il y a un article 48 qui dit bien que tout élu ou tout citoyen nommé à une haute fonction publique doit déclarer son patrimoine. Encore que dans la constitution de 2002, il était clair que si vous ne respectez pas cette obligation, en fait, ça menait à votre déchéance. Ça n'a jamais été appliqué parce que personne ne l'a jamais fait. La raison fallacieuse qu'ils ont trouvée, c'était de dire qu'il n'y a jamais eu de texte d'application. Mais ces textes d'application devaient être pris pendant la période de transition, qui au lieu de durer 3 ans, en a duré 5. Ça veut dire qu'il y avait une mauvaise volonté. Ensuite, on a eu 2 mandats de 7 ans. 2 mandats de 7 ans. 2002, 2009, 2016. Et malgré ça, il n'y a jamais eu mais en fait, c'était quoi? Ça s'explique tout simplement parce que les gouverneurs avaient besoin, à travers la corruption, à travers les détournements de fonds, de faire un trésor de guerre qu'ils cachent, qu'ils dissimulent, pour lesquels ils organisent une évasion fiscale. Alors, quand on arrive à ce qui se passe aujourd'hui, je crois que la première personne à plaindre, c'est le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre a présenté un programme d'action gouvernementale où il parle de la restauration de l'autorité de l'État, où il parle de la restauration de l'État de droit. Monsieur le Premier ministre, où est cet État de droit? Où est cette autorité de l'État? Parce que quand vous prenez la Constitution, il est dit clairement que cette déclaration doit se faire au moment de la prise de fonction. On a pris une loi, soi-disant un texte d'application. Et là, on s'est arrangé à ne pas être conforme à la Constitution. On a essayé de dire que c'est 3 mois après la prise de fonction. Et le Premier ministre, quand il a fait sa déclaration, a bien reconnu qu'il avait fait sa déclaration le 18 mai, qu'il avait pris ses fonctions le 18 mai et qu'il allait, dans les 3 mois qui suivaient, faire sa déclaration. Et curieusement, lorsqu'il a fait une conférence de presse après le 2e séminaire gouvernemental, j'ai été ahuri et surpris d'entendre le Premier ministre dire que les 3 mois couraient à partir de la saisine du président de la Cour suprême. C'est très grave. La Cour suprême, c'est la plus haute juridiction du pays. Et si la Cour suprême se permet de faire une interprétation du droit qui n'est pas collée à la réalité, je vous dirais que le Congo, une nouvelle fois, donne la preuve de ce qu'il va mal et très mal. Le Premier ministre devait faire, et son gouvernement devait faire les déclarations de patrimoine au plus tard le 18 août, puisque Thierry Mongala a décompté les mois, c'est le 13 août. Mais ils le font maintenant. C'est-à-dire, au lieu de respecter les 3 mois, ils font 5 mois après. Est-ce que c'est conforme au droit? Et ça pose une question. Est-ce que le contenu de ces déclarations est fiable? Est-ce qu'il est crédible? D'autant que dans la procédure que nous avons adoptée au Congo, qui n'est pas une procédure transparente, je dois le dire, ces déclarations sont mises dans une enveloppe scellée, gardées dans un coffre-fort, et on attend le moment où vous saisirez vos fonctions pour travailler là-dessus. Alors que dans des pays comme le Burkina Faso et autres, les déclarations doivent être suivies régulièrement par une structure indépendante pour vérifier d'abord si vos déclarations sont justes. Parce qu'aujourd'hui, la question que je me pose, ceux qui ont essayé de cacher l'argent dans les Panama Papers, ceux qui ont des immeubles à travers le monde ici et là, est-ce que cela va apparaître? Et nous, les Congolais, nous le saurons comment? Bref, on dit vaut mieux tard que jamais, mais sur la question du droit, il n'y a pas de vaut mieux tard que jamais. La déclaration du patrimoine qui se fait aujourd'hui se fait en dehors
des dispositions constitutionnelles et en dehors des lois et règlements de la République. Et la question que je me pose, je ne suis pas au palais, au tribunal, etc. La question que je me pose, comment régler le problème du président de la République, puisque tout le monde sait que le président de la République a prêté à chaque fois le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Est-ce que le président de la République qui a prêté le serment pour ce mandat le 16 avril 2021, est-ce qu'il a déjà fait sa déclaration? Et si ce n'est pas fait dans les délais, que doit-on considérer? N'oubliez pas qu'il faut signaler que le premier président de la Cour suprême est curieusement le président de la commission électorale, soi-disant indépendante. Mais en fait, c'est lui qui s'occupe de l'organisation des élections, pour lesquelles nous disons que depuis 2002, aucune élection libre, démocratique et transparente n'a été organisée dans le pays. Donc, voilà l'appréciation que j'ai. On dit vaut mieux. Mais ensuite, ce que je dois ajouter, on en parle pour le gouvernement. Mais c'est quand est-ce que ceux qui sont au gouvernement ou dans les affaires depuis 30, 40 ans, président de l'Assemblée, président du Sénat, et quand les ministres, certains sont là, quand est-ce qu'ils font leurs déclarations? Parce que j'ai entendu, et ça c'est très grave, j'ai entendu le Premier ministre dire lors de sa conférence de presse que la loi ne dispose que pour l'avenir. Faux. Tous les acteurs politiques, à quelque niveau que ce soit, ils doivent déclarer leur patrimoine. D'autant que nous sommes convaincus qu'ils sont à la base de ce qu'ils appellent antivaleurs, et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à lutter effectivement contre les antivaleurs. Voilà un peu le sentiment que j'ai sur cette question. Alors, est-ce que cette déclaration du patrimoine va intégrer, bien entendu, la justification, la provenance des biens qu'ils vont déclarer? Est-ce que ça sera justifié? Et ensuite, est-ce que après qu'ils ont déclaré, ces éléments ou ces informations seront accessibles à tous les Congolais? Mais c'est ce que je vous dis, ça ne sera pas accessible à tous les Congolais. Lorsque je vais sur Internet, je vois bien la déclaration de biens du président Hollande, de François Hollande. Lorsque je vais sur Internet, je vois la déclaration de biens détaillée du président Macky Sall. Lorsque je vais sur Internet, je vois la déclaration de biens du président Mamadou Issoufou. Mais ici, c'est fait pour que ce soit scellé, c'est mis dans un coffre et ça ne ressortira que à la situation. Non, c'est scandaleux. C'est pas de la transparence. On essaie de divertir les gens. Monsieur Christian Perret, je vous prends un exemple. Quelqu'un qui au Congo a 46 ans et qui a une partie de sa fortune évaluée à 1800 milliards. Ça veut dire que si vous prenez en termes d'années, même si je prenais 50 ans, ça veut dire qu'en termes d'années, s'il avait 20 ans d'activité, ça veut dire que chaque année lui a rapporté 90 milliards de francs CFA. Il peut le justifier comment? À quel moment les organes institutionnels prennent en compte cette situation pour le suivre? Et est-ce que une telle personnalité peut rester soit dans une institution comme le gouvernement, comme l'Assemblée, s'il n'a pas justifié? Non. Je crois que nous sommes dans... Et après, j'espère qu'on va en parler. Après, on va vous dire, on s'attend à ce que le Fonds monétaire nous donne l'argent, etc. Mais pourquoi vous ne le cherchez pas auprès de ceux qui ont pris l'argent du Congo? C'est notre argent et pour lequel, moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de soupçons, de détournement, de corruption et autres. Et je regrette qu'il n'y ait pas la volonté politique de résoudre ces problèmes-là. On va donc emboîter sur le FMI, évidemment. Le Premier ministre a fait, je crois, dû écrire, sinon on va envoyer une lettre d'intention au FMI, donc pour la reprise, bien entendu, des négociations qui pourtant, à un moment donné, étaient annoncées comme étant déjà acquis, puisqu'ils avaient même dit que les accords, ou bien l'accord avec le FMI, c'est pour bientôt. Mais curieusement, on se rend compte que là, ils vont donc adresser encore une lettre d'intention. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire exactement? Est-ce que c'est pour reprendre le tout à zéro ou bien commencer par là où ils se sont arrêtés? Parce que le Congo, pour rappeler, bien entendu, avait déjà finalement reçu la première tranche d'aide du FMI. Est-ce par là qu'ils vont reprendre les choses ou bien on reprend le tout à zéro? Que veut dire cette lettre d'intention?
Je n'en ai pas de contenu, mais l'interprétation est claire. Nous avons négocié un accord le 11 juillet 2019. Nous avons échoué dans son application. Donc, en fait, nous reprenons à zéro. Et ce qui me frappe dans cette reprise à zéro, c'est que le gouvernement n'a pas été capable de bien situer les Congolais sur ce qu'auront été les problèmes dans l'exécution de la matrice des 48 mesures. Vous savez bien que dans cette matrice, il y a un certain nombre de mesures fortes, comme le rapatriement de l'argent qui est à l'extérieur, comme la lutte contre la corruption. Et il y a un certain nombre d'autres mesures qui devraient être prises. Alors, on vient, même, je crois qu'il y en a une sur laquelle on a souvent insisté, c'est les négociations avec les traders. Figurez-vous que depuis qu'on en parle, il semble qu'on n'a pas abouti. Le Premier ministre est parti en France, il semble qu'il est revenu. Mais malheureusement pour lui, ça je dis malheureusement pour lui, mais entre-temps, il y a les Panama Papers, il y a les Pandora Papers, et le gouvernement n'est pas intéressé. Il y a des Congolais qui peuvent avoir des milliards dans des comptes, des milliards cachés dans des comptes dissimulés dans des paradis. Ce n'est pas la préoccupation. Et pourtant, le peuple congolais souffre. Non, je pense que ce qui est fait, c'est on repart complètement à zéro. Et je dois dire que c'est dur pour nous parce que au sein de la CEMAC, nous n'avons pas pu aller au bout du programme qu'on appelle le programme de la première génération. Et les autres pays sont au niveau des programmes de la deuxième génération. Mais il faut que nous fassions l'effort. J'ai entendu le ministre Thierry Mungala dire que c'est ça et qu'il semble que les Pandora Papers sont sortis parce qu'on veut empêcher au Congo d'obtenir de l'argent pour résoudre les problèmes des retraités, tout ça. Mais pourquoi M. Thierry Mungala ne dit pas que si on mène une lutte âpre contre la corruption, on peut récupérer cet argent? Il ne sait pas qu'il a été déclaré par un député qu'on a débloqué de l'argent pour une route imaginaire de 137 km. Cet argent, on en fait quoi? On le laisse entre les mains des gens, on ne s'en occupe pas, etc. Les 14 000 milliards, l'audit qui a été prévu depuis 2006, on en est où? Et on peut citer comme ça un certain nombre de problèmes. Donc, je dis, c'est bien d'aller au Fonds monétaire, mais cette version extravertie devrait changer. On devrait bâtir notre développement, nos idées sur le développement, sur les moyens dont nous sommes sûrs. Et je crois que c'est le président Massamba Deba qui disait qu'il fallait que nous comptons sur nos propres forces. Je crois que c'est là véritablement. Et moi, je pense que on a une deuxième, on va négocier encore avec le Fonds monétaire. Mais le tout, c'est pas de remplir les Congolais d'optimisme en disant on va élire. Mais encore qu'il faut que ce gouvernement soit en mesure de remplir les conditions qui seront posées, parce que je suppose qu'il y aura une nouvelle matrice. Et je suppose que cette matrice reprendra les anciennes mesures, mais il faut que nous soyons en mesure, parce qu'entre-temps, les Congolais souffrent et il faut qu'on mette fin à cette souffrance. Je ne sais pas si je me trompe, mais je pense sérieusement que c'est l'effet Doumbouya en Guinée. Vous savez bien que le colonel Doumbouya était un homme de confiance du président Alpha Condé et qu'il a fini par le déposer. Et je crois qu'au niveau des gouvernants, il a commencé à avoir comme des idées comme ça, comme une certaine crainte de ce que dans les rangs de l'armée, il y ait un certain nombre d'attitudes des uns des autres pour essayer de faire un peu ce que le colonel Doumbouya a fait. Maintenant, quand on revient à l'analyse que vous faites, les retraités se battent depuis plusieurs années sur plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est celui qu'on évoque, celui des 37 mois d'arriérés de pension. Mais il y a un autre problème, c'est celui de l'alignement du calcul du point d'indice des retraités au lieu que ce soit 160 à 300, c'est-à-dire une réelle revalorisation de la pension. On ne le fait pas et on apprend que le problème est résolu au niveau de l'armée. Est-ce qu'il est normal qu'on résolve le problème pour une partie, parce que c'est la fonction publique? Est-ce qu'on peut résoudre un problème comme ça pour une partie de la fonction publique sans l'étendre à toute la fonction publique? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand j'ai relu la matrice faite avec le Fonds monétaire, j'ai cru comprendre que l'une des mesures qui avait été envisagée,
c'est celle de la réduction de la masse salariale par rapport au PIB. En le faisant, est-ce qu'on réduit cette masse salariale ou on la revalorise? Si on la revalorise, qu'est-ce qu'on fait? Troisième problème, il y a des structures où les travailleurs ont parfois 40 à 50 mois sans salaire. Et au lieu de résoudre ces problèmes, voilà qu'on va augmenter ceux qui avaient déjà. Donc, vous voyez bien que du point de vue du caractère égalitaire, du point de vue de la justice sociale, ça pose un problème réel. Je ne terminerai pas sur les étudiants. J'ai vu un avis sur les réseaux sociaux comme quoi on paye les étudiants pour, je ne sais pas, 2 ou 3 trimestres de 2018. Mais nous sommes en 2021. Comment ils font ces étudiants pour vivre? Et pourquoi on n'accorde pas cette attention? Alors, je suis surpris qu'on ait cette démarche. Et je vous assure, ce qui me surprend, c'est le côté sourd du gouvernement. Parce qu'on leur dit, réduisez le train de vie de l'État. Mais nous, quand je parle du train de vie de l'État, je vois qu'un ministre d'État, au lieu de gagner 15 millions, il pourrait gagner 7 500 000 francs. Et s'il gagne 7 500 000 francs, il peut bien vivre au Congo. Parce que les derniers salaires, les salaires les plus hauts, même dans la grille des militaires qui viennent d'être revus, si j'écarte les généraux, les salaires ils sont généralement en deçà de 1 million de francs. Quant à la fonction publique, c'est très, très en deçà d'1 million de francs. Est-ce que c'est difficile, à mon avis, sur tous ceux qui ont rang de ministres, qui sont des ministres d'État, et j'ai fait une déclaration où je souhaitais savoir, parce que c'est important pour moi, quel est le salaire, le traitement du président de la République. Là aussi, donc il faut que ça soit transparent et il faut qu'on aille à une véritable réduction du train de vie de l'État. Ce n'est pas le cas et il n'est pas bon par rapport à l'article 15 de notre Constitution qui dit que tous les Congolais sont égaux devant la loi et personne ne doit être avantagé ou quoi. Je crois que là, nous violons également cette disposition. J'espère que le gouvernement qui certainement a une cagnotte, mais si cette cagnotte existait, pourquoi font-ils souffrir les retraités? Pourquoi font-ils souffrir les étudiants? Pourquoi font-ils souffrir d'autres catégories de travailleurs qui accumulent plusieurs mois d'arriérés de salaire? Donc, j'ai été surpris par cette décision et je trouve qu'elle est inégalitaire. Elle ne se justifie pas. Ce n'est pas une preuve de justice sociale.